primeiro contato pessoal com Pierre Bourdieu ocorreu em Paris, no final de 1979, no Centro de Sociologia Europeia, onde estive, a seu convite, trabalhando durante 2 anos. Desde então, tento, assim como outros colegas brasileiros, trazer Bourdieu ao Brasil. Embora saiba que ele gostaria de vir, esse projeto acabou não se realizando. Assim, decidi trazer Bourdieu em imagens para expor na TV algumas ideias que ele desenvolveu em volumosa obra, da qual constam mais de 30 livros. Foram horas de entrevistas gravadas no Collège de France, onde Bourdieu é titular da Cátedra de Sociologia. Ele me forneceu as ferramentas necessárias para pensar o homem e a sociedade que ele fabrica e que o constitui de forma integrada, sem voluntarismos ou determinismos. Um dos intelectuais mais brilhantes da atualidade, Bourdieu, distante ou próximo da política convencional, nunca deixou de denunciar as formas simbólicas de dominação, como Un Contre-feu, publicado em 98. Lembro ainda de minha frustração quando, em meados dos anos 70, meus alunos da PUC de São Paulo se recusaram a ler sua obra sob o pretexto de que ela era conservadora, contra mudanças e antirrevolucionária. Mesmo considerando que seu trabalho sempre tenha sido político, alguma coisa no senhor ou em sua posição mudou em relação à política. O que mudou? Sur le premier point, vos étudiants n'étaient pas les seuls à penser comme ça. Enfin, je pense que beaucoup de sociologues avertis, professionnels, pensaient un peu ça. Je pense même à un sociologue anglais qui a beaucoup contribué à introduire ma sociologie dans les pays anglo-saxons, a écrit un papier ou a fait une présentation, c'était un colloque où j'étais présent, pour montrer que ma sociologie était conservatrice. Et alors c'est très stupéfiant pour moi, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, parce que comment dire que une instance comme le système d'enseignement contribue à conserver les structures, ou dire que les structures sociales tendent à se conserver, ce qui est un constat, c'est comme ça, est perçu comme une déclaration conservatrice. Bon, ce qui est stupéfiant, enfin, bon, quand on y réfléchit 2 minutes. Et alors que oui, il suffit de penser un peu pour voir que l'énoncé du fait de la conservation et de l'existence de mécanismes de conservation peut être considéré, si on veut, comme révolutionnaire. Bon. Donc c'est tout. Je pense que cette erreur de perception là que vous imputez à vos étudiants, elle est très significative parce que elle fait voir la difficulté qu'il y a à transmettre du discours scientifique sur le monde social. Quand vous dites les choses sont comme ça, on pense que vous dites il faut qu'elles soient comme ça, ou il est bien qu'elles soient comme ça, ou au contraire il ne faut plus qu'elles soient comme ça. Autrement dit, la plupart des discours sur le monde social, ce que tiennent les hommes politiques bien sûr, mais aussi la plupart des intellectuels, les curés, les prêcheurs, sont des discours normatifs. On ne parle la plupart du temps du monde social que pour dire que c'est bien ou mal, qu'il faut conserver ou changer. Bon. Alors arrive le sociologue qui dit bon, telle institution contribue à conserver, et aussitôt on introduit un jugement de valeur et on dit contribue à conserver et c'est bien comme ça, et je suis d'accord, ou bien contribue à conserver et c'est mal comme ça et il faut faire la révolution. La deuxième question que vous posez, est-ce que j'ai changé? Non, moi je pense que toujours le système d'enseignement contribue à conserver. Je insiste toujours sur contribue, c'est très important. Je ne dis pas conserve, je ne dis pas reproduit, je dis contribue à conserver, c'est-à-dire c'est un des mécanismes à travers lesquels les structures sociales sont perpétuées. Bon, il y en a d'autres, il y a le système successoral, il y a le système économique, la
logique qui fait que bon, selon la vieille formule marxiste, le capital va au capital. Enfin, il y a des foules de mécanismes, mais une des choses nouvelles, enfin, des sociétés modernes, bon, c'est que le système d'enseignement a une contribution peut-être plus grande que jamais, et une part très importante de ce qui se perpétue entre les générations, une part très importante de la transmission du pouvoir et des privilèges, bon, se fait par l'intermédiaire du système scolaire. Bon, alors ça ne veut pas dire que le système scolaire fait tout, ça veut dire qu'il relaie d'autres mécanismes de transmission, et en particulier ceux qui s'opèrent à l'intérieur de la famille. Bon, la famille est une instance de transmission très, très importante, bon, que le système scolaire relaie, d'une part en ratifiant la transmission scolaire. Bon, le système scolaire va dire cet enfant est doué en mathématiques, bon, sans voir qu'il a 5 mathématiciens dans son arbre généalogique, par exemple, bon, ou bien il n'est pas doué en brésilien ou en français, bon, sans voir qu'il est d'un milieu d'émigrés ou d'un milieu de première génération scolarisé, etc. Bon, voilà. Et donc le système scolaire contribue à ratifier, à sanctionner, à transformer en mérite scolaire des héritages culturels qui passent par la famille. Alors tout ça, bon, je l'ai longuement développé dans mes travaux, alors. Mais ce qui a changé, parce que bon, je pense que la perception de ce que je fais a changé. O senhor diz que não mudou. Foi a percepção que temos do senhor que mudou. Pode-se dizer, então, que o senhor construiu sua trajetória no sentido oposto ao da tendência dos tempos? Ou seja, num contexto intelectual dominado pela utopia marxista, o senhor absteve-se de manifestar-se politicamente. No contexto atual de quase apatia dos intelectuais face à globalização, o senhor tornou-se um formidável ativista. Ce qui est certain, c'est que ma vision du monde social a des constantes. Bon, je ne suis pas de ces gens qui font des autocritiques permanentes, ou alors j'en fais tous les jours. C'est-à-dire quand on est chercheur, il y a, disons, des acquis. Par exemple, dans mon travail sur l'éducation, bon, il y a des choses qui ont été établies presque tout de suite, bon, qu'il existe une relation entre l'origine sociale et la réussite scolaire, que bon, d'ailleurs ça c'est pas d'une extrême originalité, qu'il y a des mécanismes sociaux qui assurent cette relation, etc. Bon. Et puis il y a des choses qui ont changé tout le temps. Bon, quand on travaille, par exemple, si on reprend mes travaux depuis les héritiers jusqu'à la noblesse d'État, et ça continue après, dans la misère du monde, il y a un chapitre sur l'éducation, etc. Bon, ça change tout le temps. Sur la base de constantes, de choses acquises, mais qui se raffinent, qui se précisent, qui se corrigent, qui se systématisent. Je pense qu'il y a une constante que vous avez évoquée très justement. J'ai tendance, enfin, à être toujours à contre-pied, à contresens. Voilà. Quand tous les intellos étaient marxistes, j'étais plutôt weberien. Bon, pour dire vite, bon, parce qu'ils m'énervaient et pour les énerver. Voilà. C'est-à-dire et aussi pour défendre, enfin, l'autonomie de la recherche contre les modes mondaines. Parce que, enfin, on a évoqué ça tout à l'heure, une part énorme de ces marxistes précoces sont devenus très très conservateurs et me dénoncent aujourd'hui comme le dernier des marxistes que je n'ai jamais été, bon, voilà, et que je ne serai jamais. Enfin, bon, Donc, c'est cet esprit de contradiction, voilà, comme on dit en français, c'est une espèce d'esprit de contradiction qui est sans doute lié à ma trajectoire sociale, à mes origines sociales, à mes origines même régionales, ça je pense que c'est important.
pas le fait qu'il y a une partie de mes postures, de mes dispositions, de mon rapport au monde intellectuel, etc., qui tiennent au fait que je suis donc d'origine provinciale, bernaise, etc. Mais évidemment, ces choses-là, ces dispositions sont transformées par la position que j'occupe dans un certain champ, à un certain moment. Bon, alors pour ne pas parler de moi, je vais parler de Foucault, par exemple. Un certain nombre d'Américains qui sont très dérangés par la pensée de Foucault, parce qu'elle est trop subversive, parce qu'elle est trop critique. Bon, on dit, ah oui, c'est un sadomasochiste, homosexuel, et il y a eu des livres, enfin, pour essayer de montrer que toute la pensée de Foucault pouvait se déduire de là. Bon, alors je pense que si Foucault n'avait pas été homosexuel, bon, je l'ai suffisamment connu, il n'aurait pas été ce qu'il était. Enfin, il aurait pu être un formidable savant à la française qui aurait fait une thèse magnifique sur Kant et Bittfanger, enfin, je sais pas, bon, et il n'aurait pas apporté la subversion qu'il a apportée dans le monde. Bon, cela dit, déduire la pensée de Foucault du fait qu'il était homosexuel, c'est grotesque, hein, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Bon, voilà, c'est une réponse à ça. Alors c'est pareil, moi je suis berné, mais il y a beaucoup de bernais qui ne font pas beaucoup. Oui, non, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. Bon, donc, alors, ça veut dire qu'il y a une disposition qui est liée à une trajectoire, qui est liée bon, qui n'a rien d'ethnique. C'est pas. Il y a peut-être des propriétés, des traditions, des manières de parler, un ton de voix. Par exemple, encore une fois, je peux en parler sans parler de moi. C'est Canguilhem qui était un de mes maîtres, un type que j'admirais beaucoup. Quand il parlait, il avait toujours l'air en colère. Bon, alors je sais, les étudiants parisiens étaient terrorisés. Bon, et il parlait comme ça, de façon un peu bourrue. Bon, et parfois, d'ailleurs, il était très en colère, il disait des choses horribles aux étudiants. Il les trouvait trop parisiens. Bon. Et bon, en fait, une partie de sa manière de parler, d'être, etc., était très sud-ouest. Ça, voilà un truc très, très typique d'une manière d'être. Alors, bon, maintenant, je reviens très vite donc à la posture que j'ai au rapport que j'ai entretenu avec le monde intellectuel. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été en pétard contre la forme dominante de la vie intellectuelle. Bon, par exemple, j'ai fait mon premier livre important qui s'appelait Travailler en Algérie. Il y avait une longue préface dans laquelle je disais à quel point c'était difficile de faire de la sociologie en situation coloniale. Nós falamos de suas origens do BA. O senhor também jogou rugby, que na França é um esporte praticado pelas classes populares. O senhor trabalhou muito tempo na Algéria com seu companheiro Abdelmalek Sayad sobre a sociedade camponesa Kabylia e os operários algerianos. O senhor poderia nos falar um pouco destes anos e de como foi a passagem deste universo para a consagração universitária internacional? En fait, évidemment, les débuts sont très importants pour tout le monde. Bon, c'est la jeunesse, c'est le moment où on se fait, quoi, où on invente sa propre vision, son propre. Oui, voilà. Bon, et moi, j'ai eu. Oui, j'allais dire la chance. J'ai vécu comme une malchance, qui a été sans doute la chance de ma vie. J'ai été envoyé en Algérie comme soldat. J'étais désespéré d'être envoyé. J'étais très, très, très mécontent. C'était une punition, d'ailleurs. C'était une façon de me punir parce que j'avais manifesté des sentiments hostiles à la guerre d'Algérie. Et j'étais à l'armée, etc. Moi, j'étais envoyé là-bas. Et bon, j'ai vécu ça comme terrible. Et puis bon, j'ai commencé à travailler, et puis voilà, un peu pour des raisons politiques. C'est pour ça la découverte de la politique, c'est pas d'aujourd'hui. Je pensais que ce qui se disait à Paris dans les milieux intellectuels était sans rapport avec la réalité, et qu'il fallait un peu étudier les choses comme elles sont. Voilà. Et j'ai commencé à faire un petit livre dont je pensais que ça serait comme ça, et puis que je reviendrais à la philosophie. Et puis, bon, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, mais j'ai continué à faire de la philosophie jusqu'aux années 64, choses comme ça. Je travaillais, le jour je faisais mes enquêtes, et la nuit je lisais Husserl, et j'écrivais des choses sur la structure de la conscience temporelle, etc. Bon, voilà.
Voilà, alors j'ai commencé par l'ethnologie, et puis après j'ai fait de la sociologie. J'ai enseigné la sociologie à Alger, c'est là que j'ai connu Sayad, qui était mon élève. Et puis à la fin de l'année, j'ai demandé à un certain nombre de mes élèves de venir avec moi sur le terrain. Bon, il y avait Sayad, puis il y avait voilà, et voilà, on a fait. Et ça a été très important pour moi. C'est vrai, ça m'a. Enfin, j'ai fait de la sociologie en situation difficile, voilà, en situation très difficile, en période de guerre, avec des dangers très, très réels. Foi durante a Guerra da Algéria que o senhor passou da filosofia para a sociologia e agora para a política. Como o senhor vê essa passagem por diversas áreas? Ça se fait peu à peu, quoi. Ça se fait peu à peu. Ça n'a pas été si facile que ça. Bon, je dirais, bon, le passage de l'anthropologie à la philosophie, de la philosophie à l'anthropologie puis à la sociologie, ça peut dire. Je dirais pas que je suis passé à la politique. Je continue à faire la sociologie comme j'ai toujours fait. Oui. Pareil, simplement, j'en parle autrement. Alors, ça, la question serait pourquoi aujourd'hui, d'abord, on voit un changement, alors que moi, je pense qu'il y a une continuité, et d'autre part, qu'est-ce qu'il y a comme changement réel? Alors, le changement réel, c'est que je pense que depuis quelques années, depuis oui, 10 ans à peu près, je pense que les sociétés modernes, et en particulier les sociétés européennes avancées, à capital social, historique très important, sont en grand danger. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses qui pour nous vont de soi, l'assurance sociale, la sécurité sociale, l'assurance contre les accidents du travail, l'assurance maladie, ça a été inventé, c'était très compliqué, au nom mondialisation, etc. Bon, on est en train de balayer tout ça. C'est les obstacles comment dire, les obstacles au développement économique, etc., etc. Bon, les obstacles à la concurrence liés aux acquis, enfin pas aux acquis sociaux, c'est pas comme ça, liés à l'inertie des partenaires sociaux, comme on dit, qui s'accrochent à des traditions sociales périmées. Donc la connaissance du monde social permet de voir donc des choses que d'autres peuvent ne pas voir. Par exemple, je sais pas, la précarisation. J'ai beaucoup, je pense, c'est pas moi qui ai inventé la précarisation, ni le fait de la précarisation, ni la connaissance de ce phénomène. Bon, mais j'ai contribué à élaborer, à dire, vous savez, c'est très important. Oui, je reviens là-dessus. Bon, mais donc, voilà. Alors, donc, on peut voir des choses. Bon, et deuxièmement, on peut voir des conséquences cachées de ces choses. C'est-à-dire, il y a dans le présent, on va faire aujourd'hui une mesure, on va dire, on va faire, je ne sais pas moi, on va remplacer les CDI par des CDD. Bon, c'est les emplois temporaires, les emplois permanents par les emplois temporaires. Bon, un petit truc comme ça. On va, c'est des choses qui se passent tous les jours, hein, dans les métiers de tous ordres. Les gens vont lutter, ils vont défendre leur beefsteak, on va dire qu'ils sont corporatistes, on va dire... Bon. En fait, une mesure comme ça aura des conséquences qui apparaîtront en 2030. Bon. Et qui sont déjà présentes. Pour quelqu'un qui sait regarder, elles sont déjà présentes. Par exemple, elles sont déjà présentes au Brésil. Bon, des choses qui se passent en France en ce moment ont déjà été faites au Brésil ou en Argentine par les Chicago Boys, et on en voit déjà les conséquences. Augmentation de la violence, augmentation du chômage, augmentation du crime, augmentation de la religion millénariste, pentecôtisme, etc. etc. Bon, alors si on voulait, on en a les conséquences aussi au ghetto de Chicago, à côté des Chicago Boys, ils ont leur université sympa. Hein. On dit ça pour les gens qui ont conseillé Pinochet. C'est-à-dire les gens qui ont vendu un modèle économique néolibéral, radical. Bon,
et qui ont encouragé la mise en application de ce modèle. Alors les sociologues, on leur demande de réparer les pots cassés. Les économistes cassent et les sociologues disent « Ah, c'est embêtant, il y a des délinquances, alors vous allez faire des monographies, vous allez voir comme ça dans les favelas ce qui se passe. » Bon, voilà. Et on dit aux sociologues qu'ils sont politisés, parce que simplement, ils ramassent la vérité de ce que les autres ont produit par aveuglement. Bon, donc voilà, moi je pense que si j'ai changé, si je parais avoir changé, si j'apparais comme ayant changé, ce qui n'est pas du tout la même chose, bon, c'est que d'abord, il y a aussi c'est que bon, je suis plus vieux, je suis plus connu, quand je dis des choses, elles sont plus visibles, mais si je disais, si j'avais pu dire dans les années 60, 70, avec la force que j'ai aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, j'aurais peut-être fait le même effet. Bon, il y a déjà ça. Mais il y a aussi que le monde ayant changé, le monde, je pense, est en péril. Bon, je pense que c'est un devoir professionnel. No prefácio de seu livro Contre-feu, o senhor escreve que tomou algumas posições políticas levado pela vontade de romper a aparência de unanimidade, que é o elemento essencial da força simbólica dominante. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Oui, alors c'est compliqué parce que là, ça serait une analyse énorme parce qu'il faut voir, il y a un cœur, hein, il y a un cœur, bon, il y a tout un certain nombre de propositions fondamentales, enfin de la théorie économique, enfin l'individualisme méthodologique, il y a la croyance dans le marché comme instrument de régulation universelle, etc. Bon, et bon, il y a un certain nombre de principes, certains, enfin, chez les théoriciens de l'économie néo-marginaliste explicite, chez les idéologues implicites, il y a un certain nombre de principes cohérents qui fondent une vision du monde. Bon, alors, cette vision cohérente du monde, enfin, qui n'est maîtrisée vraiment que par un tout petit nombre de gens, c'est très formalisé, c'est très abstrait, etc., sert de caution à des discours libéraux. La force sociale de ce discours, bon, qui est la force sociale de ce discours, elle est pour une part dans le socle mathématique, le socle scientifique, mais surtout dans le consensus qui s'est peu à peu imposé à l'ensemble du corps intellectuel et même, enfin, à ce qu'on appelle les forces sociales. Enfin, bon, je pense que quand on fait des enquêtes, on peut trouver chez des travailleurs de base, enfin, bon, les traces, les effets de ce qui n'est pas une propagande, c'est de l'air du temps. Voilà. Les gens, à force d'être exposés à longueur de journée, au cours de la bourse, au Dow Jones, à ce qui se passe ici, à ce qui se passe là, etc., bon, ont intériorisé peu à peu une vision bon, selon laquelle, oui, la protection sociale est un obstacle au progrès. Si on abandonnait la protection sociale, il y aurait plus de jobs, etc. Voilà, et donc c'est devenu ce que j'appelle une doxa. C'est plus qu'un dogme, c'est quelque chose un ensemble de croyances qui ne sont même pas complètement énoncées, quoi, voilà, qui vont de soi. Voilà, ça va de soi. Voilà. Et ça, c'est très très difficile. Et c'est là que, bon, c'est le rôle un peu que devraient avoir les intellectuels, et en tout cas les sociologues, bon, qui est de casser ça. Voilà.
Podemos falar hoje de novo modo de dominação? Neste caso, em que consistiria este modo de dominação e qual seria a différence em relação ao anterior? Un premier problème, c'est celui de l'imposition d'un quasi mondial d'une vision du monde. Et cette vision du monde est condensée par ce mot de mondialisation ou globalisation. Alors, cette vision a pour centre 4 ou 5 grands postulats qui sont des formes un peu dégradées, enfin, de la théorie économique. Le premier postulat, c'est que l'économie est un domaine à part, bon, c'est un domaine séparé de la société, enfin du monde social, qui est gouverné par des lois naturelles, ça c'est extrêmement important, des lois qui ne sont pas historiques, qui sont naturelles, qui sont universelles, et que les gouvernements ne doivent pas contrarier, ils ne doivent pas interférer, comme on dit en anglais. Bon, ça c'est le premier postulat. Le deuxième, c'est que le marché est le principe régulateur c'est la manière optimale, enfin, au fond, d'organiser les rapports sociaux, les échanges, la production, etc. Et en même temps, la manière optimale d'assurer une distribution équitable. On pose une équation entre marché et démocratie. Alors là, ce serait très intéressant d'entrer dans le détail, vraiment. Ça, c'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, c'est la globalisation. La globalisation exige la réduction des dépenses étatiques et la réduction des dépenses sociales, bon, c'est-à-dire le laisser-faire, le retour au laisser-faire et la suppression de tout ce qui peut venir brouiller enfin, la logique pure du marché. Bon, et conséquence de ça, tout ce qui est droits sociaux en matière d'emploi, en matière de sécurité sociale, etc., tous ces droits sociaux sont à la fois coûteux et dysfonctionnels. Ils coûtent cher et ils ne sont pas payants, au contraire. Alors il y a tout ce discours sur le welfare state, sur le welfare qui encourage la paresse, enfin bon, il y a tout un discours très vieux, hein, qui est un vieux discours américain lié à une tradition calviniste de self-help. Alors ça serait très très important de voir que beaucoup de choses qui nous sont vendues comme de l'économie pure et universelle, et peut-être la vision du monde américaine. C'était une vision historique très précise. Bon, là, bon, on pourrait renvoyer, il y a le fameux livre de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, commence par un texte de Benjamin Franklin qui énonce un certain nombre de préceptes économiques, enfin, qui sont en même temps des préceptes moraux. Bon, et en fait, il y a une sorte de morale américaine de l'épargne, du sérieux économique, etc. etc. Bon, cette morale qui a enfin, dont sûrement le cœur, cette notion de self-help, il faut se débrouiller par soi-même, c'est l'idée de responsabilité. En ce moment, dans le monde entier, on ne parle que de responsabilité. Alors, évidemment, le pauvre est responsable de sa pauvreté, c'est quand même ça l'axiome principal. Bon, c'est une, dans mon jargon, je dis une sociodyssée, c'est-à-dire c'est un discours qui a pour fonction de justifier la société d'être ce qu'elle est. Le pauvre est pauvre et content de l'être. Un petit livre que nous avons publié de Keith Dixon, enfin, qui s'appelle Les évangélistes du marché, et qui montre comment il y a eu une production quasi organisée, enfin, de discours sur le monde social, sur le monde économique, etc., qui ont été relayés par des lobbies, des journalistes, etc., avec derrière beaucoup d'argent, souvent, de la propagande. Et ces processus donc, de mondialisation du discours, bon, accompagne des processus réels. Bon, alors on peut dire à la fois que la mondialisation est un mythe, c'est un instrument de combat idéologique pour détruire les droits sociaux, dans la lutte contre les acquis sociaux, dire mais vous savez, vous ne pouvez plus avoir tout ça.
dans toutes les sociétés où l'emprise néolibérale est avancée, et ce rapport, la France n'est pas le meilleur terrain, parce que c'est un endroit où ça résiste particulièrement, mais dans les endroits où c'est très avancé, comme le Brésil, on voit bien, on passe de la santé publique à la santé privée, aux cliniques privées, on passe enfin bref, de l'école publique à l'école privée, avec toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire un accroissement des inégalités, parce que l'école est reproductrice, mais elle est encore plus quand elle est divisée, etc. On passe même de la police publique à la police privée, comme aux États-Unis. Attendez, il y a une sorte de privatisation. La médecine, alors la médecine, c'est typique. On passe de plus en plus de la médecine, la médecine, alors ce qu'on appelle à 2 vitesses. Bon, ça veut dire que il y a une vraie médecine pour ceux qui peuvent payer, et puis pour les autres, il y a de la simili-médecine. Voilà. Et alors là, je pense que un des facteurs, pour revenir, je parlais de Chicago Boys, c'est pas un élève, c'est un collègue, mais qui a été mon élève autrefois, qui est Yves Desalé, qui est un très très grand chercheur. Yves Desalé a fait un livre magnifique sur la mondialisation du droit, comment le droit américain, à travers les law firms, les grandes entreprises de droit, s'est étendu à la planète entière, avec des conséquences énormes, des conséquences politiques, pratiques, etc. Et maintenant, il est en train de faire un travail sur les ONG, là, les organisations humanitaires, pour montrer que sous des apparences très généreuses, ça serait compliqué parce qu'on ne peut pas dire des choses brutales, mais très souvent les ONG sont le bras gauche du FMI. Voilà. On a d'un côté le FMI qui impose les contraintes budgétaires, etc., qui jette dans la rue les chômeurs, etc. Là encore l'exemple du Brésil, on peut prendre n'importe quel pays d'Amérique latine, mais le Brésil est quand même bien placé. L'augmentation du chômage, accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres, concentration de la richesse, etc. Et parallèlement, développement d'organisations humanitaires qui suppléent apparemment l'État, qui remplissent les fonctions qui autrefois étaient imparties à l'État, à la main gauche de l'État, comme je dis. Tout ce qui était, la santé, l'école, l'éducation, enfin toutes ces choses. Tous ces choses-là sont de plus en plus tenus par de l'humanitaire. Je pense que l'apparition de l'humanitaire, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pas l'État, ce sont des instances privées, orientés par des intérêts privés, par des gens qui sont à la recherche de profits privés, qui se servent, qui savent très bien se servir des subventions d'État, des subventions, par exemple, européennes, enfin, des subventions mondiales, etc., pour faire avancer leurs intérêts. Par exemple, alors c'est ce que montre très bien Desalé, il montre que les joyeux types qui sortent de Harvard ou de Chicago, ils ont 2 voix, ils ont la voix FMI et la voix ONG. Voilà. C'est des gens de très haute origine sociale, très cultivés, parlant plusieurs langues, etc. Et qui s'allient avec des locaux un peu marginaux scolairement, par exemple, qui sont, je ne veux pas faire des jugements de valeur, mais enfin c'est souvent des ratés scolaires, mais qui ont du capital social lié à leur origine, etc. Et qui arrivent à être concurrents du système scolaire, par exemple, qui peuvent être en compétition réussie avec les systèmes scolaires. On dira le système scolaire archaïque, vieillot, avec ces trucs, eux ils sont modernes, ils ont des méthodes ouvertes, libres, etc. Voilà. Il faut les développer, mais je ne connais pas suffisamment la situation brésilienne. Je ne peux parler que de manière un peu abstraite et générale. Voilà. O senhor afirma que nenhuma visão do mundo se impõe ou se desfaz sem a contribuição dos intelectuais. Como o senhor vê a contribuição dos intelectuais hoje em dia, especialmente a dos sociólogos? Je pense qu'il y a à la fois le problème global
de la contribution que les intellectuels apportent activement ou passivement à l'évolution que j'ai décrite, enfin cette sorte de mondialisation d'une forme de vision du monde économique et social. Et il y a le problème particulier des sociologues qui normalement devraient être dissonants et qui le sont moins qu'on ne pourrait croire. Sur le premier problème, je pense que les intellectuels au sens large, les gens qui font métier d'écrire, de parler, de faire du théâtre, de la littérature, etc., ou de l'art, ces gens ne sont pas nécessairement préparés à comprendre ce qui se passe. J'ai essayé, par exemple, de mobiliser, c'est un grand mot, enfin, des écrivains, et des gens tout à fait de bonne foi, éminents, extraordinairement, dont j'admire beaucoup les écrits, etc., peuvent être assez nul quand il s'agit du monde tel qu'il est. C'est vrai aussi, d'ailleurs, par exemple, de grands chercheurs, de grands savants, de grands mathématiciens, de grands physiciens. Ça, je crois que c'est important de le dire, et c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est un constat. Il faut voir, c'est ça, c'est que les intellectuels ne sont pas spontanément préparés à intervenir dans le monde politique. Ils sont ni préparés ni inclinés. Pour les sociologues, c'est pas de l'intérêt bien compris, c'est impératif. C'est impératif parce que, je finis ça, c'est juste une phrase, c'est impératif parce que on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde économique, parce que si on travaille, on fait une petite boîte, alors pour être sérieux, on va dire, on fait une petite boîte, toute petite comme ça, et puis de là, je suis sûr que je contrôle tous les paramètres, je peux mesurer, je peux compter, je suis sûr. Bon, mais c'est pas vrai. Voilà, parce que on peut faire une boîte si petite qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens travaillent en sociologie sur des boîtes vides. Parce que l'essentiel des facteurs explicatifs est dehors. Et très loin. Grands sociologues, enfin bon, ça c'est quand même ça la leçon, tous, Durkheim, Marx, Weber, et les contemporains savaient ça et le mettaient réellement en pratique. Voilà. Alors, et c'est pas du holisme. Alors ça c'est aussi un autre truc. Quand on dit des choses comme ça, vous êtes holiste. Alors, c'est un péché. Pour les économistes, c'est il y a individualistes et holistes. Il y a ceux qui expliquent les actions humaines par des déterminants individuels, des proportions, des pulsions, etc. Et puis il y a les holistes. Alors en général, ça veut dire marxiste, ça veut dire pas sérieux. Ça veut dire pas sérieux. C'est les gens qui font revenir des grandes totalités. Holos, ça veut dire tout, la totalité. Des grandes totalités un peu suspectes, pas sérieuses, pas rigoureuses, qu'on peut pas réduire à des variables. Etc. Bon. Alors c'est idiot. Je pense. Alors holiste, ça veut dire social, et aussi, ça veut dire aussi social. Alors le truc très simple, c'est que chacun de nous est déjà le tout est présent en chacun de nous. La société présente ça. C'est la première proposition sociologique. La société, alors, moi j'appelle ça habitus, mais peu importe. La société est présente en chacun de nous à travers l'éducation, à travers le langage, à travers tout ce que nous sommes, et le produit de l'incorporation du tout, de la totalité du monde social. Et le FMI, il est en nous. Et surtout, il est bref, c'est ceux qui en subissent les conséquences, alors c'est encore plus net. Voilà. Ça, je crois que c'est très très important, cette dichotomie scolaire, qui est purement scolaire, que les professeurs répètent, reproduisent. Ça permet de faire des plans de cours, première partie holiste, deuxième partie individualiste. C'est une catastrophe. Toutes les oppositions du type âme-corps, individu, collectif, unique, commun, c'est l'opposition de classe. Unique commun. Vous dites, c'est unique, c'est singulier, c'est original, c'est inimitable, c'est rare, ça c'est bon. Commun, banal, ordinaire, moyen, moyenne. C'est mauvais. La sociologie est toujours du côté moyenne. Par exemple, Heidegger, il y a un texte très très célèbre, c'est le texte de base de la philosophie, le texte sur le on d'Assmann, chez Heidegger.
Alors Dasman, c'est le nom, l'anonyme. Alors il y a un texte magnifique qui dit tous les philosophes commentent ça, sans voir que dans ce texte, il parle des transports en commun. En position, ma voiture, individuelle, je sais pas comment, de la sécurité sociale, il en parle, hein, alors, il y a une diatribe contre la moyenne. Voilà, la moyenne. Alors, la moyenne, c'est le nivellement, hein, Nivellierung, alors le nivellement. Hein. Et ça, c'est odieux, enfin, disons, aux dominants. Hein, ce qui est moyen, commun, c'est terme, c'est obscur, les 100 grades, enfin bon, voilà. Alors ça, vous prenez un dictionnaire brésilien, mais c'est pareil avec n'importe quel dictionnaire, vous ouvrez à un unique, et vous voyez antonyme, commun, banal, etc. Et vous constituez le réseau de tous les adjectifs, hein, tout le système des adjectifs, et le système de classe. Bon, c'est vraiment... bon, et le bon est toujours du côté du 1, et le mauvais du côté du commun. Voilà, ça c'est simple. Mais, et alors ça, nous avons ces structures dans la tête, hein, parce que ça marche constamment. Voilà, ça marche constamment. Escreveu livro sobre a televisão, onde, ao mesmo tempo que reconhece a importância deste meio de comunicação no mundo atual, faz uma crítica quase cruel dos efeitos que ela produz. O senhor diz que a televisão produz um efeito global de despolitização, mais exatamente um desencanto com a política. Que os jornalistas produzem uma representação instantânea e descontínua do mundo e que isso introduz aos poucos uma filosofia pessimiste da história. Eu poderia citar alguns exemplos? La question est difficile parce qu'il faudrait prendre, je sais pas, un journal télévisé brésilien et puis décrire, voilà, faire une analyse et dire, voilà, comment il va parler, bon, il va ouvrir sur la Coupe du Monde de football, ensuite il va continuer comme ci, comme ça, il va vous présenter 3 secondes sur le Biafra, on va voir des gens comme ça, des penaillés, misérables, au bord d'une route, et puis ensuite on va passer à 3 minutes sur le Kosovo, puis on va passer ça, bon, voilà, et on va avoir, c'est tout à fait, c'est la phrase, là, je ne sais jamais la citer, là, la phrase célèbre de Shakespeare, l'histoire de fou racontée par un idiot. Quoi. Je sais pas, c'est-à-dire on va avoir une série d'événements sans lien entre eux, sans logique interne. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Alors une des choses très très importantes, je pense, pour les médias, c'est que sauf les médias cultivés, et encore, ils sont atemporels, c'est-à-dire anhistoriques. On vous donne des nouvelles, et les nouvelles doivent être nouvelles, elles doivent être aussi fraîches que possible. Enfin, c'est comme le poisson, il faut que ce soit tout frais, bon, plus frais que celui du concurrent. Bon, hein, ouais, bon. Et bon, donc il n'est pas question de faire des rétrospectives, de rattacher. Alors très souvent, bon, ce qui se passe, là ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, c'est là qu'il faudrait faire de la globalisation. Hein. C'est là qu'il faudrait dire, mais voyez ce qui se passe aujourd'hui dans telle mine de plomb de Bolivie a un rapport avec, je sais pas, l'accord Mercosur, ou avec l'ALENA, ou avec la visite au Brésil du président américain, ou avec, ben voilà, il faudrait mettre en relation. Il faudrait établir... Bon, alors, si un journaliste faisait ça, des fois, il fait de la politique. Il fait de la politique. Comment? Il prend position, il doit montrer des images, et rien que des images, hein, et puis découper aussi près que possible. Alors, bon, tout le monde sait ça, c'est banal, ça a été dit depuis toujours, que les images, ça se manipule, par le fait, enfin, c'est cadré d'une certaine façon, etc. Bon, j'ai même pas besoin de dire ça. Mais plus grave que ça, c'est le fait même, enfin, d'isoler une image de ce dont elle est l'aboutissement,
enfin, de tout le contexte dans lequel il prend son sens, bon, qui en fait quelque chose d'inintelligible. Il y a toute une logique du monde journalistique, en particulier de la télévision, bon, qui tend à dépolitiser, même pas à dépolitiser, à rendre absurde, voilà, à rendre absurde, à présenter un monde absurde, anecdotique, sans queue ni tête, voilà, sans queue ni tête. Je pense qu'il y a des foules de choses qu'on ne peut pas, en l'état actuel, étudier, c'est-à-dire quel effet produit sur la conscience des gens, la guerre du Golfe vue à la télé, bon, voilà, qu'est-ce que ça fait, je ne sais pas. Alors ce que je disais tout à l'heure, ça je sais que c'est vrai, parce que ça on le voit dans les entretiens, je pense que par exemple un certain dégoût de la politique, une sorte de... on tient à l'effet que produit la télé, en particulier le monde politique vu par la télé, où le monde politique réduit à des petites phrases, à des petits trucs, alors ça c'est plus généralement le monde journalistique. Les journalistes politiques dépolitisent parce qu'apparemment ils politisent. Bon, ils diront, dès qu'il y a je sais pas, un petit truc, on dira, ah bah oui, ça c'est Monsieur Strauss-Kahn qui est en lutte avec Monsieur Fabius. Voilà. Bon, alors que ça peut arriver quand même qu'ils se posent des vrais problèmes. Ça peut arriver qu'ils soient en désaccord parce que l'un est pour la suppression de l'impôt et l'autre est pour l'augmentation de l'impôt. Bon, ils ont des raisons, ça arrive. Bon, pas assez souvent, mais enfin ça arrive. Bon. Mais la vision du journaliste qui ne connaît pas le problème, alors ça c'est universel, hein, toutes les enquêtes le montrent aux États-Unis, dans tous les pays, comme c'est plus difficile de comprendre des problèmes dont parlent des hommes politiques, même apparemment, que de comprendre les petites conneries des rapports entre les hommes politiques, bah, les journalistes racontent plutôt ça. Fabius veut emmerder Jospin, Fabius est gentil avec Jospin, ou bien tel est gentil avec Cardozo, voilà. Ça, c'est plus facile. Mais bon, que d'étudier le dossier. Voilà. Et du coup, là aussi, c'est un autre facteur de politisation. O senhor diz qu'um dos efeitos mais nefastos do neoliberalismo é a destruição das bases econômicas e sociais de uma das conquistas culturais mais raras da humanidade, a autonomia dos universos de produção cultural em relação ao mercado. Como o senhor definiria a relação do jornalista e do produtor de televisão com os intelectuais? Vous disiez, bon, pour ce qui concerne la violence, on ne sait pas trop, mais c'est parce qu'on n'a pas, c'est pas facile de mesurer les effets. Là, il s'agit d'un effet qu'on peut mesurer et observer. C'est l'effet que la télévision exerce d'abord sur le journalisme, sur l'ensemble des pratiques journalistiques et par cet intermédiaire sur la production culturelle dans ses différentes formes, dans le droit, dans l'art, dans la philosophie, dans la littérature, etc. Bon. Et alors, bon là ça serait encore une fois une très très longue analyse, mais je dis l'essentiel. Je pense que le verdict, le verdict médiatique, le jugement médiatique, enfin, bon, pèse de plus en plus, même sur les univers les plus autonomes, les plus fermés sur eux-mêmes, les plus fermés sur leur propre tradition, comme le monde scientifique. Je pense que ça a été observé. Il y a des notoriétés scientifiques qui s'acquièrent par les médias, hein, et qui peuvent permettre à des gens qui ne seraient pas les meilleurs du point de vue de l'univers, enfin de l'univers des savants, d'obtenir des avantages compétitifs, comme disent les économistes, des subventions, des crédits, etc., bon, à la faveur de l'usage habile des médias. Tout l'univers de la production est de plus en plus dominé, enfin, par ce problème de la commercialisation, et la commercialisation elle-même est dominée par la critique et bon, et l'action qui peut être d'ailleurs quasi concertée, parce que je pense qu'il y a bon, je prends un tout petit exemple, je ne sais pas si vous avez la même chose au Brésil. Sur ce point-là, la France doit être malheureusement le pays le plus avancé. On n'est pas les plus avancés dans la dégradation de l'État, mais on est les plus avancés du point de vue de la dégradation du monde intellectuel, malheureusement, je crois.
bon, il y a des espèces de lobbies, enfin, de petits intellos et de grands journalistes, enfin bon, ce qu'a décrit Serge Halimi dans son livre Les nouveaux chiens de garde, bon, qui ont des effets à la fois sur le monde intellectuel et sur le monde politique. Bon, ils ont des effets. Alors, bon, j'ai pris donc la philosophie, j'ai pris le droit, j'ai pris la science, mais évidemment il y a la politique. Hein, et la politique elle-même, enfin, est très fortement déterminée. Peut-être que M. Cardozo, s'il dit ce qu'il dit, c'est peut-être pour être bien vu par les gens de télé qu'il sera bien vu par les gens qui regardent la télé. Bon, bon, et les gens qui tiennent la télé veulent même être bien vus par les gens qui possèdent les télévisions. Hein. Et à qui je parlais la semaine dernière, à qui je disais que la culture était en danger. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a des phénomènes oui, de perte d'indépendance, bon, qui passent en grande partie par les médias. C'est-à-dire c'est aujourd'hui la révolution, hein, bon, ça passe par les Chiapas, bon, c'est dans les salles de rédaction. Bon, bizarrement, c'est un des lieux les plus importants de pouvoir, et de pouvoir symbolique et même politique et économique. Voilà. Parce que c'est là que se font les idées fortes, des idées qui sont, bon, moi je peux produire des idées comme ça, bon, alors je vais être lu par quelques types, ça faut que ça devienne. O senhor acha que a televisão pode, em vez de despolitizar, de alienar, exercer papel de sustentação para a democracia? Théoriquement, voilà, théoriquement, mais pratiquement, si je réponds oui, je dirais oui, c'est possible. Mais les conditions sociales pour que ce soit réel ne sont pas remplies. Bon, dans l'état actuel, bon, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils peuvent faire une happening, aller à la télé pendant une émission, bon, ça dure 3 secondes, le temps qu'on les fout dehors. Bon, alors le problème, est-ce que des télés libres, ce serait possible? Il y a bon, il n'y a pas vu à la télé. Il y a un film, bon, j'en parle, un film bon, de Pierre Card, hein, qui a été censuré par la télé même qu'il avait commandé. Bon, ça arrive à passer, ça prend le temps, mais il faut des cotisations, il faut des circuits, etc. Bon, évidemment, s'il y avait des circuits de télévision indépendants, financés par des associations, par des... bon, s'il y avait des circuits de diffusion de cinéma, parce que là c'est pareil, la concentration de la... Bon, en gros, une des choses très importantes, c'est que dans la production culturelle, de plus en plus, la diffusion commande la production. Voilà, ça c'est une proposition terrible. Ça veut dire que c'est le règne du commercial. Bon, maintenant, bon, même des éditeurs indépendants, comme Le Seuil ou comme Gallimard, etc., bon, doivent prendre acte dans leur choix de traduction, dans leur choix d'édition, etc., le destin commercial d'une partie de plus en plus importante de leurs livres. Bon, voilà. Et le diffuseur, de plus en plus, c'est-à-dire les grands groupes, en France, et Hachette, et Havas, etc., ces grands groupes, bon, de facto, vont exercer une sélection, une censure égale les livres. Bon, alors dans le cinéma, c'est déjà fait. Bon. Et on aura... Bon, alors bien sûr, il existera toujours des petits éditeurs. Vou colocar a pergunta de outra maneira. Na sua opinião, é possível para um professor, pesquisador, por meios econômicos e técnicos limitados, fazer concorrência, ou ao menos ter um lugar ao lado dos grandes grupos milionários na difusão e na interpretação da realidade? Il faut toujours essayer. Voilà. Moi, je pense que c'est dans ces rapports de force très inégaux, bon, il faut saisir toutes les occasions. Voilà. Et en fait, il y a, dans les économistes parlent de niche. Dans le monde de la culture, c'est plein de niches. Il y a encore des éditeurs d'avant-garde qui bon, tirent des livres à 2000 exemplaires et qui s'en tirent. Bon, alors ils s'auto-exploitent un petit peu, etc. Bon, voilà. Bon, je pense que enfin, l'avenir est du côté des niches, bizarrement. C'est pas des chiens de garde, mais du côté des niches. Voilà. C'est-à-dire de ces petits endroits où
on peut survivre et faire passer des choses. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tant que, moi je crois, tant que quelque chose qui ne devrait pas être dit peut encore être dit quelque part, c'est important, parce qu'il y a, il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira 10 ans après. Moi, je pense, enfin, une part très importante de ce que nous faisons quand on écrit, quand on travaille, bon, bah, ça n'aurait aucun sens si on ne croyait pas à ça. Voilà. Il y a une marge de liberté réaliste, bon, qui tient à ça. Il y a des publics potentiels, parfois posthumes. Alors ça c'est très important. La plupart des grandes œuvres ont été faites pour des marchés posthumes. Hein. Les peintres ont peint sans marché, enfin les peintres impressionnistes. Enfin, bon, voilà. La plupart si on n'avait comme marché que le marché actuel immédiat, la plupart des trucs intéressants seraient foutus d'avance. Bon, voilà. Alors ça, d'où là, quand même, là il faut lutter pour défendre des structures. Il faut lutter pour que le marché ne détruise pas toutes les niches. Voilà. Et qu'il y ait de la place pour du marché ultérieur. Alors le système scolaire est encore, bon, malgré la concurrence du privé, bon, c'est quand même une des niches possibles. Bon, c'est-à-dire il y a à la fois du dévouement, des gens qui croient, il y a encore des ressources, pas très grandes, mais voilà. Bon. Et moi, je peux dire, par exemple, tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ça. Par exemple, on fait une revue sans subvention, qui repose sur le fait que des gens qui sont pas payés pour ça font ce travail, se dévouent. Voilà, le fait que... oui, voilà. Une part énorme des choses bien qui se font sont hors marché. Voilà, hors marché. Mais bon, le problème est combien de temps on arrivera à produire des gens qui travaillent sans marché, qui y croient assez pour travailler sans marché. Ça, c'est un des grands problèmes. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire le prophète exemplaire. Bon, quand je dis je fais des trucs pour les jeunes, je pense que ma fonction principale, c'est de leur faire voir qu'on peut encore faire des trucs, quoi. Et que leur folie d'ado ne sont pas absurdes. Voilà. Que même à mon âge avancé, j'ai encore des folies d'ado. Vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar de mulheres. O senhor utiliza bastante o conceito de violência simbólica. E entre os mais significativos exemplos dessa violência, o senhor cita a dominação masculina, que descreve num livro recentemente lançado e causou grande polêmica. O senhor poderia falar um pouco deste assunto? Ah oui, alors bon... Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Bon, ce que j'ai voulu faire, c'est donner enfin, une cohérence théorique peut-être à des observations qui ont été faites souvent par des ethnologues, des sociologues, des économistes, etc., qui montrent que les femmes occupent une position dominée. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est pas du tout ce que feraient les féministes françaises, qui malheureusement font plutôt de la théorie et pas toujours bonne que des travaux empiriques fondés. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on leur dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré, tout ça. Bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, les femmes ont une fonction mise inconsciemment, hein, qui est dans ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent des relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent autant par des hommes que par des femmes, des très beaux travaux.
Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier, qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, bon, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qu'il suffit. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. J'ai essayé d'analyser tout ça et de montrer donc que c'est une domination très difficile à déraciner, paradoxalement, parce qu'il ne suffit pas de faire une révolution économique, il faut aussi faire une révolution symbolique dans la tête. Et ça serait la même chose d'ailleurs pour le problème de la domination ethnique entre les blancs et les noirs. Par exemple, c'est tout à fait le même modèle qui s'applique avec... Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. Il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon. Et donc, il y a des lieux de lutte. Je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, tout ce qui est masculin. Bon, hein. Et puis, il y a le féminin. Alors, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, voilà, bon, c'est le social. Bon. Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout. Hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. A Assembleia Nacional Francesa acaba de adotar o Pacte. O senhor acha que isso significa avanço em termos sociais? Que efeitos, na sua opinião, isso pode ter sobre a sexualidade? En fait, moi, je pense que symboliquement, c'est très important. C'est pas par hasard s'il y a eu tellement de batailles, c'est très très important. Ça change la vision, ça casse l'idée de naturel, quoi. La famille, c'est naturel, enfin, c'est dans la logique du naturel. Bon. Et alors, du point de vue d'un sociologue, enfin, chaque fois qu'on a du naturel, il y a de la manipulation, il y a de la domination. Le discours dominant naturalise les choses telles qu'elles sont. On dit c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc le fait de casser, enfin, l'image ordinaire, naturelle du couple, de la procréation, de la reproduction, etc., c'est très très important symboliquement. Apesar de ter recebido inúmeros convites, o senhor nunca visitou o Brasil, mas quase toda a sua equipe esteve entre nós. Sauf moi. Oui, je sais, j'ai honte. O convite permanece, mas até o momento, qual a sua visão do Brasil e dos intelectuais brasileiros? Ah, c'est très difficile de répondre à ça. C'est très très difficile parce que bon, je ne peux pas donner une image globale, je ne peux pas... Alors, tout ce que je peux dire, c'est que enfin, dans oui, le combat, je pense, qui s'engage en ce moment et qu'il faut mener. Le Brésil fait partie des pays sur lesquels je compte. Voilà. Je pense que c'est bizarre de parler en ces termes, mais je crois qu'on est engagé actuellement bon, dans un combat pour la défense d'une civilisation, etc. Et je pense que pour des raisons historiques, enfin, le Brésil qui a subi enfin, la politique néolibérale de plein fouet, avec une violence extrême, et qui en même temps a des ressources culturelles, historiques, importantes. Bon,
peut être un des éléments, un des lieux importants de résistance. Voilà. Moi, je pense que la résistance ne peut plus être nationale. Je pense que enfin, il y a une sorte de processus de colonisation de l'Amérique latine. Alors c'est une forme tout à fait nouvelle de colonisation, c'est pas la colonisation à l'ancienne, c'est la colonisation des cerveaux, la colonisation, etc. Bon, cette colonisation, elle est en train d'atteindre l'Europe, bon, et je pense que l'Europe ne peut se sauver, bizarrement, que si elle n'oublie pas, en gros, les Brésiliens et les Indiens. Voilà. Bon, mais il y a d'autres. Il n'y a pas que les Brésiliens étant un symbole de pays de grande tradition culturelle, qui a du capital historique. Voilà. Bon, alors voilà. Mais j'hésite à dire ça, parce que pour ça mon ton est hésitant, parce que bon, je pense que beaucoup de gens vont penser que je sors de mon rôle de chercheur pour faire le prophète politique. Bon, mais bon, c'est aussi, je pense, pour défendre une certaine recherche. Alors, par exemple, c'est vrai que le Brésil est un pays où s'est développée une très 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 bonne sociologie, une très bonne anthropologie de tout premier ordre, avec très peu de moyens. Bon, la France n'a jamais donné un sou, en tout cas à moi, pour contribuer à ça. Ça s'est développé sur la base de ressources, bon, parce qu'il y a des traditions de littérature, il y a des traditions de recherche, il y a une tradition d'ethnologie. Enfin, il y a eu des grands, enfin, des Bastide, des Lévi-Strauss, des Braudel, etc., des tas de gens, des Foucault qui sont allés au Brésil, qui ont fait... Et c'est tout ce capital qui fait que le Brésil a gardé une autonomie considérable à l'égard des forces mondiales, bon, en particulier de l'américanisation des cerveaux, parce que là, ça c'est un point. J'ai écrit un papier avec Loïc Vacan qui s'appelle Les Russes de la raison impérialiste, enfin, dans lequel on essaie de montrer que la vision du monde dominante, c'est une forme de violence symbolique, enfin, s'impose à travers l'imposition de problématiques et de catégories de pensée. Par exemple, il y a un passage qui a été écrit par Loïc Vacan sur la manière dont la vision de la division ethnique ou raciale américaine tente à s'imposer par la médiation de la recherche, de catégories de pensée, etc., à l'ensemble des pays sud-américains et en particulier au Brésil. De même, tous les concepts que nous avons abordés aujourd'hui, de globalisation, etc., tous ces concepts circulent souvent à peine traduits dans le monde entier et deviennent des problématiques imposées. Voilà. Parce qu'ils ont l'air universels, alors qu'ils universalisent des particularités américaines. Bon, par exemple, la dichotomie noir-blanc, enfin, qui a une forme historique tout à fait particulière aux États-Unis, puisqu'avec une seule goutte de sang noir, on est noir. Bon, cette dichotomie noir-blanc, qui est historique, qui correspond à une société qui a eu l'esclavage, etc. Bon, hein, elle tend à s'universaliser et ça devient la manière universelle de poser le problème. Bon, et alors nous faisons la liste d'un certain nombre de questions. Il y a communautarien, individualisme, etc. Il y a toute une série il y a holisme, individualisme, enfin il y a toute une série de couples, d'oppositions comme ça, qui correspondent à des particularités de la société américaine et qui sont devenues universelles, et qui font des effets, des ravages sur le terrain scientifique. Sur le terrain scientifique, ça engendre des foules de faux problèmes, y compris évidemment aux États-Unis, puisque les Américains tendent à voir comme universelles des catégories de pensée qui sont le produit des structures sociales particulières de leur pays. Donc il faudrait historiciser ces catégories nationales pour en libérer les Américains et en libérer tous ceux à qui les Américains les imposent. Voilà. Bon, voilà. Et ça, c'est aussi un boulot qu'il faut faire. Alors ça nous incombe, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes qui font ce genre de boulot. Là, on revoit d'ailleurs l'intérêt
dirais, c'est un bel exemple, ça, de politisation théorique, qu'il faut beaucoup de théories. Il faut avoir la théorie des catégories, la théorie... Bon, il faut avoir lu Kant, il faut avoir tout un capital théorique, je crois, enfin, assez sophistiqué, bon, et en même temps une pulsion. Voilà, alors donc, je pense que le Brésil, c'est pas une concession particulière à la... comment dire... au fait que vous êtes brésilien et que je parle pour un public brésilien, je pense qu'il y a un rôle, leader théoriquement, leader de résistance. Enfin, bon, qui peut... Alors cela dit, il faudrait que évidemment les intellectuels se réveillent, enfin, et là ils peuvent trouver disons une ancienne dépendance à l'égard de l'Europe et à l'égard de la France peut devenir un instrument de libération. Il y a encore des gens, enfin, qui étant formés dans la culture française, etc., et ayant sans doute quelques illusions sur la culture française, peuvent être très, très utiles pour résister à cette autre forme d'impérialisme de l'universel qui vient à travers les sciences sociales. Ça, c'est important, parce que à travers les sciences économiques et sociales.